Donc l'objet de cette table ronde, c'est de faire le 360 d'un Smart Data Office. Finalement, comment partir de la théorie vers vraiment du concret, du terrain et transformer un département data non plus en centre de coût, mais bien en centre de valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc voilà, pour démarrer du coup ces panels, je vais demander à nos 4 experts de me rejoindre. Donc voilà, si vous voulez les obéir jusqu'à moi. Alors, on n'a qu'un micro, donc moi je vais rester ici et puis je vais vous faire passer les micros à qui de rôle. Hop, là, Merci, attendez. Ouais, je pense qu'il faut. L'introduction, là. Oui, voilà, je veux bien à tour de rôle qu'il y ait une petite présentation de chacun, comme ça ensuite on va pouvoir passer à la partie questions et on se gardera un temps à la fin aussi si vous avez des questions à vous poser. Je te laisse démarrer. Merci. Je m'appelle Issaf Neja, je suis fondateur de Helvexis, un cabinet de conseil suisse spécialisé dans les transformations digitales. On a 4 services, un service de cybersécurité, un service de Intel Foundry, autour de la donnée, un service de stratégie de transformation qui s'appelle Tactical Oversight, et puis un 4e service qui est plus orienté vers software development qui s'appelle CodeForge. De formation, je suis polytechnicien en robotique et puis ensuite je me suis spécialisé dans l'architecture cloud et transformation IT depuis presque 8 ans. J'ai fait des cabinets de conseil, j'ai fait des transformations digitales, des mises en place de stratégies, du déploiement, scale, et puis ensuite j'ai fondé le cabinet Helvexis. Et aujourd'hui je vais parler du TOM. TOM, si je peux faire la traduction en français, ça correspond à Target Operating Model, je pense que c'était modèle opérationnel cible, MOC. C'est une terminologie de cabinet de conseil assez classique, il y a beaucoup de cabinets qui proposent ce genre de transformation. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on en parle et qu'on regarde un TOM dans un data office, dans un département data, comment ça devrait être structuré, quels sont les principes directeurs qu'on devrait suivre pour faire en sorte qu'un modèle opérationnel fonctionne et qu'un département data soit efficace et humain aussi, on parlera aussi de cette dimension-là. Bonjour à tous, merci Candice pour l'invitation, merci pour votre présence. Alors assez rapidement, donc Otman Guessous, je pilote les capacités de plateforme data chez KY. Donc notre plateforme elle est déployée à l'international, c'est une data plateforme en service. En tout cas elle est déployée chez les marchés, les champs globales. Et l'idée c'est d'utiliser cette plateforme pour tous les besoins analytiques. Avant ça, j'ai porté plusieurs casquettes. Donc j'ai commencé dans la data science, le data engineering, je fais du data management et du product ownership. Et le point commun de toutes ces casquettes, c'est que ça a toujours été de proche ou de loin lié au produit. Il y a une sorte de plateforme. Donc mon approche a toujours été une approche de start-up même dans les grandes structures vraiment multinationales. Définir le produit, définir son marché, définir son market fit, faire évoluer son produit de manière agile pour qu'il continue de toucher aux besoins de l'utilisateur. Candice m'a demandé de penser à 2-3 anecdotes, donc rapidement. La première fois qu'on a dû aborder les choses de manière start-up, c'était il y a quelques années. À cette époque, je bossais dans la data quality. L'idée pour nous, c'était de créer un framework fédéré de data quality, donc pour que les gens du business, de tous les coins du monde, puissent définir typiquement leur règles de qualité. À l'époque, on ne trouvait pas de solution sur le marché. Ça a peut-être changé, mais à l'époque, les solutions étaient très centralisées. Donc on a pris le défi de construire la nôtre. On est parti de zéro. Donc cette construction from scratch, on a défini les premières solutions, on a trouvé nos premiers clients. La solution était vraiment très moyenne, très bancale. Ils nous ont aidé à la faire évoluer, à l'emmener vers un niveau de maturité. Et puis par la suite, on s'est lancé dans le bas. On a trouvé de nouveaux clients et là, on a commencé à aborder des challenges de scalabilité, de robustness, etc. Et quelques années plus tard, donc fast forward, cette solution, c'est un morceau à part entière de data platform as a service qui, elle, va être vraiment tout ce dont on a besoin dans une data platform pour opérer ses besoins analytiques. Donc, la marketplace dont je vous parlais juste avant, c'est le pôle data management, mais là, on a vraiment tout. Et dans ce rôle aujourd'hui, regardez cette analogie avec la startup, on n'est pas sur du from scratch, on est vraiment sur du scale. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre un produit qui est déjà déployé à l'international, qui est utilisé par des centaines, des milliers d'utilisateurs, et jongler entre 3 mailles qui sont critiques, faire évoluer, faire mûrir, faire avancer des services qui existent, garder une base de clients et la faire grossir, et surtout innover. Continuer d'innover quand on a un produit qui est utilisé à grande échelle. Donc voilà, c'est un peu les challenges que je fasse qui font finalement partie du challenge mais aussi du fun du projet. Et puis avec grand plaisir pour approfondir ça par la suite. Bonjour, je m'appelle Isabelle, 27 ans chez LSC.
dans différents départements business pendant 15 ans et ensuite 14 ans département informatique transformation. Et mon dernier job c'était la data governance from scratch. Donc je ne viens pas du tout du monde de la data, j'ai appris à connaître avec l'expérience métier et je précise vraiment que c'est l'expérience métier qui fait que j'ai pu monter une gouvernance des données, une qualité des données de rien, de nulle part, parce que je pensais métier. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir, à travers ce talk, remonter un peu l'informatique au niveau métier, parce que pour moi, c'est les gros enjeux d'une gouvernance de données. Et c'est là où mes compétences de 15 ans transverses métier ont fait le succès en termes data quality, en termes procédures, catalogue, qu'on parlera plus tard. Avant ça, et bien, j'étais à la documentation, j'ai fait un contrôle de gestion, donc j'ai une bonne notion financière. Mon driver, c'est la transversalité, c'est-à-dire end-to-end, process. Avant ça, on ne peut rien faire, selon moi, ou on fait, mais à moitié. Et c'est ma grande conviction que je défends et je clame, c'est qu'il faut d'abord prendre de la hauteur, comprendre, avant de s'engager plus loin dans du côté technique, du développement produit, etc. À la gouvernance de données, j'ai pu mettre en place des data products dans un cadre de master data management. Et j'ai vécu beaucoup d'anecdotes aussi, de mise en production, etc. Mais il me tient à cœur une chose, c'est de livrer dans les délais. Et ça, c'est parce que je pense métier et je clate cette chose-là pour tout le monde. Voilà, je passe la parole à... Bonjour tout le monde, merci Candice pour les invitations. Je m'appelle Christopher, je suis présentement Data Governance Manager à l'EBFL depuis 3 ans. Vous l'entendez peut-être à mon accent aujourd'hui, je suis pas de la région. Précédemment, j'ai travaillé au Canada, au Québec, pour des entreprises comme Ubisoft, comme Data Director sur un de leurs jeux mobiles. J'ai aussi travaillé au Cirque du Soleil. Pas comme trapéziste, là. Je sais que c'est peut-être une équipe sur que vous aviez une question, mais je travaillais dans l'équipe data pour fournir une plateforme analytique et de consommation de données. J'ai aussi travaillé chez Telcom, c'est une compagnie de transport qui fait la livraison pour Amazon au Canada. Donc plein d'entreprises différentes, plein de défis différents. Souvent dans des rôles de mise en place d'entrepôts de données, de mise en place de plateformes de reporting. Chez Ubisoft, j'avais la chance de faire beaucoup de planification, de comment est-ce qu'on ferait les études dans les jeux. J'ai fait aussi au Cirque du Soleil, j'ai fait des analyses de vente et tout dernièrement, je me suis lancé ici en Suisse dans la gouvernance des données à l'EBFL, donc mettre en place cette pratique de data stewardship avec les métiers, en partenariat avec eux, essayer de faire en sorte qu'on sache vraiment quelles données on a dans l'organisation, comment est-ce qu'on y accède, qui en est responsable, qu'est-ce qui fait que la donnée est de qualité, comment est-ce qu'on peut l'évaluer, essayer de fournir à tous un accès à la donnée et un support à la prise de décision essentiellement. Donc, ouais, je pense que c'est moi. C'est parfait. Merci beaucoup, Christopher. On va pouvoir commencer du coup à bâtir sur les questions. Donc, comme vous l'avez constaté, chaque expert co-représente une spécialisation à proprement parler dans un état office. INSAF, on va commencer par toi sur la partie comment je vous définis un target operating model efficace selon la taille de l'organisation, les équipes data, puis la volumétrique à long terme. C'est une question assez complexe. On va reprendre un peu sur le modèle opérationnel, en tout cas d'un département data. Chaque société a un département data différent. Souvent, c'est les départements qui sont faits, qui ne sont pas créés. Des fois, parce que des conglomérats. C'est-à-dire qu'on peut quelques applications, quelques équipes ensemble et en font un département data. Des fois, c'est un projet qui s'agrandit, qui est devenu une plateforme et de là un département data. Chaque société a un département data différent. Il y a des sociétés qui ont des départements data qui englobent le reporting, la gestion des données, la gouvernance. Il y a des flux d'intégration, de transformation. Et d'autres ont un département data qui est focalisé sur la gouvernance et la qualité. Du coup, il n'y a pas vraiment de règles en soi parce qu'il n'y a pas le même contexte à chaque fois. Mais en tout cas, il y a des principes directeurs
Si je peux simplifier, un modèle opérationnel, c'est vraiment les 3 dimensions les plus importantes, c'est l'organisation. C'est quand on vient voir un modèle opérationnel d'un département, on veut voir quelle est l'org chart, comment l'organisation est posée. Ensuite, on veut voir comment cette organisation fonctionne quelque part. Quel est le rôle de chacun, comment ces rôles s'imbriquent, comment ces rôles s'entraident et puis ça amplifie leur impact les uns les autres. Et pour cela, il y a 3 dimensions. On a dit l'organisation, l'org chart, on a les KPI de tracking pour voir si notre département data en tout cas fonctionne bien. Et puis on a la partie gouvernance. La gouvernance, pour faire très très simple, dans la plupart des départements, si on prend tout le monde, les éléments de gouvernance, vous avez dans un département, c'est principalement les meetings de steering, les revues que vous avez qui vérifient que votre département fonctionne bien et qui livre ce qu'il a livré. Je vais prendre un exemple pour rendre ça beaucoup plus réel. On va prendre un département qui a data, qui a une fonction BI, analytics et de reporting, et qui a une fonction de gestion de la donnée. On va dire c'est du data platform. C'est une data platform qui regroupe toutes les données de l'entreprise. Ensuite, on a la couche BI de reporting qui est là pour fournir du reporting au métier. On a 2 sous-équipes dans un seul département. Ce département data va fournir quoi principalement au métier? Il peut fournir des rapports. Le métier a besoin de certains rapports, BI et autres, et puis il va faire des demandes à ce département-là. Ah, tiens, j'ai besoin de ce rapport-là avec ces métriques-là, ces KPI. Le département a 2 équipes. Si l'équipe de reporting n'a pas la donnée, elle doit commencer avec l'équipe de data platform, aller récupérer la donnée, puis la packager ensemble. On juge comment l'efficacité de ce département. On a 2 dimensions. On a la dimension externe, c'est-à-dire comment est-ce que ce département est perçu par la société ou par le métier. On a la dimension interne, comment les collaborateurs à l'intérieur du département perçoivent le département. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, dans nos transformations, l'organisation ou pour la mise en place d'un nouveau modèle opérationnel, on oublie la satisfaction des collaborateurs et des employés en interne. Il faut que si les employés en interne du département sont épanouis, ils ont accès en tout cas à leur potentiel, ils peuvent améliorer énormément le département. Du coup, dans ce cas-là, on reprend cet exemple-là. Les 2 métriques qui compteraient pour nous, ce serait une, la satisfaction de client externe qui est le métier, qui est le programme. Et puis 2, la satisfaction d'interne. C'est-à-dire il faut que les employés se sentent engagés, il faut que quand ils passent 8 heures par jour à développer, à faire en tout cas leur développement, et qu'à la fin de la journée, ils sentent qu'ils ont contribué à quelque chose d'utile. On prend l'exemple maintenant, on se focalise sur la satisfaction externe. Les demandes BI reviennent vers un département data. Comment est-ce qu'on peut satisfaire ces demandes? C'est là on définit des KPI dans le modèle opérationnel. Là, principalement 2 KPI dans ce cas-là qui sont légitimes. C'est la rapidité d'exécution, c'est-à-dire à quelle vitesse on dépense de cette demande-là, puis la qualité de là. Et c'est comme ça qu'on aborde généralement ce genre de transformation. On a plusieurs dimensions, chaque tome est différent, chaque situation est différente. Mais généralement, c'est l'organisation, le modèle organisationnel de la société. Décompose le modèle organisationnel, il faut qu'on regarde aussi les talents qu'on a dans la société. Est-ce qu'il y a du upskilling à faire? Est-ce qu'il y a des rôles à changer? Est-ce qu'il y a des personnes qu'on va faire remonter sur cette technologie ou cette certaine méthode de travail ou cette façon de collaborer? Et ensuite, il y a la partie gouvernance qui correspond à mettre en place des meetings de steering, définir les KPI de tracking, instancier quelque part des événements qui vont contribuer à suivre, en tout cas faire progresser les pas. Je dirais c'est autour de ça. C'est assez complexe en soi, un tome, parce que ça dépend vraiment de la situation du client. Chaque département est différent. Il y a des frameworks qu'on utilise et les standards qu'on développe, on essaie de venir et puis ajuster pour chaque client. Mais globalement, si vous avez un modèle opérationnel qui est capturé dans une présentation PowerPoint ou dans un deck, vous devrez être capable de voir l'organisation, comment cette organisation fonctionne, les différents rôles, les responsabilités, qui fait quoi, comment est-ce qu'une équipe ou un département, quelles sont les KPI qui définissent son succès, et puis quelles sont les vues entre ce département et puis les départements externes, et quelles sont les technologies et la globalité. Merci beaucoup pour cette réponse, ce qui a permis en plus d'anticiper ta deuxième question sur justement les indicateurs, donc c'est parfait. J'avais une dernière question à te poser sur la partie justement alignement d'architecture d'entreprise et la stratégie data. Quelles seraient les recommandations que tu donnerais justement à l'organisation qui est dans cette phase-là? Ça, c'est une très bonne question parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on a presque 2 générations. On a deux types de personnes. On a les pragmatiques qui sont dans des départements data qui veulent faire du simple, du concret, du fonctionnel. Et on a les culturistes quelque part qui
qui veulent faire du data plus, qui veulent faire des nouvelles technologies, qui veulent apporter un peu de fun un peu dans la fonction data. Et les deux ont raison et les deux ont tort parce qu'en soi, et ça dépend de la société. Il y a des sociétés qui génèrent de la valeur par la donnée qu'ils gèrent et des sociétés pour lesquelles le département data est un département nécessaire. C'est pas un département c'est obligatoire. C'est un centre de coût, mais c'est un peu obligatoire. Les tous sont obligés de l'avoir et puis c'est un peu politisé. Chaque département est différent. Mais en tout cas, l'architecture, il faut toujours la penser de façon simple et aussi la penser avec une vision long terme. Il faut un guiding principle, enfin un principe directeur. Typiquement, on va choisir est-ce qu'on fait du cloud first, est-ce qu'on fait par exemple, est-ce qu'on va faire du AWS first, du Azure first, puis on va faire du best and breed. Ça veut dire chaque besoin métier ou chaque besoin tech qu'on a, on va analyser toutes les solutions du marché, on va faire des appels d'offres, on va faire tout un processus d'achat, ou est-ce qu'on va juste aller avec l'équivalent qui existe dans le hyperscaler qu'on utilise. Il y a des principes directeurs qui facilitent en tout cas les choix d'architecture, mais globalement, il faut faire simple, il faut faire de plus digeste possible. Il faut éviter d'avoir l'architecture trop complexe et une architecture qui fournit pas de valeur nécessairement au métier. Si le cœur du métier, ce n'est pas la data, ce n'est pas l'IT, ben l'IT doit être léger, doit être digeste et doit être fonction. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc là, on a cette vision justement sur la partie architecture avec de vues assez macro finalement de l'organisation d'un data office. On va rentrer un petit peu plus en détail sur la partie plus technique. Et cette fois-ci, donc, je vais donner la parole à notre maître Anne Notman, qui est sur, comme on l'a entendu tout à l'heure, plutôt la partie plateforme capabilities et stack technique. Première question pour toi, Notman. Quel est, selon toi, le processus clé qui mène à l'implémentation d'une plateforme de... Alors, je vais commencer ma réponse avec une phrase assez complexe, mais je pense qu'elle résume vraiment le tout. La plateforme de données doit être la manifestation technologique de la vision stratégique. Donc, la manifestation technologique de la vision stratégique. Insa en parlait déjà avant. Il y a un alignement qui doit se faire entre la vision de l'entreprise, la vision stratégique de l'entreprise en termes de data, et puis la plateforme. Et c'est une équation qu'on doit décortiquer en plusieurs couches. La première couche, je dirais, est vraiment presque philosophique. Quel rôle je veux donner à la data dans l'organisation? Est-ce que la data doit être un levier de compétitivité? Est-ce que la data doit être un levier de compliance? Ou peut-être la data doit être simplement un levier d'efficience interne? Et en fonction de ça, on va positionner et on va penser notre plateforme complètement différente. La couche juste en dessous, une fois qu'on a cette idée plutôt philosophique, ça va être vraiment ma structure organisation. Je te rejoins, Insaf. Si mon entreprise est construite dans un modèle fédéré, je vais pas aller implémenter une plateforme qui est centralisée. À l'inverse, si je pense à une plateforme en mesh, fédérée, pour une entreprise qui a un besoin centralisé, ça va être un bottleneck. On peut prendre des exemples rapidement pour couvrir ça de plus concrètement. Donc si je décide que je fais ce travail de pensée qui est très important au début et je veux que ma méthode soit mon levier de compétition. Donc pour ça, il faut qu'elle soit vraiment dans les mains du métier. Quand je parle des mains du métier, mon métier il va être par exemple, je sais dans un cas hypothétique, dans des équipes de business units, dans des marchés donc complètement fédérés. Donc il faut que ma plateforme soit mise dans les mains des gens du métier de manière complètement fédérée. Et une fois qu'on a ça en tête, on peut passer à la troisième couche. Quelle est ma vision long-termiste? Est-ce que je pense à une entité qui va être fixe, qui va pas bouger, ou je veux une entité qui puisse bouger rapidement, sur laquelle je peux innover, que je peux faire évoluer avec une certaine agilité. Si le cas présent, c'est qu'on veut aller assez vite, on peut penser à une architecture qui va être découplée, sur laquelle je dois avoir un contrôle sur les différents composants et les faire évaluer un peu avec un time to market rapide. Et si j'ai pas du tout ces besoins-là, je vais peut-être aller vers un monolithe que je vais acheter complètement, qui n'a pas besoin de bouger, que j'ai pas besoin de manager. Donc, on peut penser à deux cas de figure un peu standards. Le premier, c'est de nouveau compétition dans les mains du business, une architecture complètement fédérée, découplée, avec une équipe en interne qui est équipée des ressources, des skills pour manager cette plateforme et la faire évoluer. Un autre cas de figure qui va plus vers l'autre extrême, j'ai un besoin très centralisé, qui n'a pas vocation à évoluer, qui va être résidé dans une équipe centrale. Et là, je peux penser à acheter un monolithe. J'ai pas besoin de développer une architecture très complète. Je peux aller vers quelque chose de très simple. Ça revient à ce que j'évoquais au tout début, qui est cette notion de start-up, une vision start-up. Mon produit, ma plateforme, c'est un produit qui a pour but de générer de la valeur. Quelle est cette valeur? Où est-ce qu'elle est? Et comment est-ce que je peux penser à un produit qui va avoir à la fois une
top line, qui est vraiment le bénéfice que je génère de ce produit qui est haute, et une bottom line, qui est le coût qui est basse. Si je me retrouve à me compliquer la vie avec un projet complexe, et une architecture super complexe avec une bottom line très haute, et que finalement il n'y a pas de retour sur investissement sur ça, ben ma plateforme va toujours être positionnée comme un sens de coût. Je disais Candice avant, l'objectif qu'on a tous, c'est de positionner la data, l'organisation data et la plateforme comme un sens de valeur et de faire le travail d'articuler de manière continue le retour sur investissement. On va mettre de nouveau la plateforme, c'est un exemple, mais les autres qui ont chaîne du maillon vont passer par le même exercice, c'est la même niveau souvent. Très concret, merci beaucoup pour ces explications. Et justement, par rapport à cette data plateforme, quels ont été les critères principaux que tu as utilisés justement pour choisir ta stack technique? Et si tu devais revenir un peu en arrière, qu'est-ce que tu améliorerais, changerais, modifierais en tes choix? Alors, je vais reprendre l'équation, la fameuse. Donc, la plateforme doit être la manifestation technologique de la vision et les 3 piliers. Et je vais même reprendre peut-être l'expérience qu'on avait parlé un peu plus tôt, donc la marketplace des services management qu'on avait créé. Il y avait cette approche-là où on se disait le besoin, c'est de proposer un produit qui soit fédéré, qui aille vite, qui évolue vite et qu'on puisse faire avancer de manière très agile. Donc pour ça, pour cet exercice en particulier, on avait besoin d'une technologie qui puisse se prêter à une architecture découplée, donc du cloud, avec des services cloud qui soient managés, qu'on puisse un peu mettre ensemble à la forme d'un buzz et qu'on puisse tester rapidement. Ça marche pas, on revient, on teste autre chose. Donc pour nous, c'était un peu cet équilibre juste. Quand on pense maintenant à la plateforme dans sa globalité, donc la data platform as a service, de nouveau, notre objectif, c'était vraiment d'avoir une plateforme qui permette la compétition, qui permette d'être un atout de compétitivité et qui soit dans les mains des équipes du business, des équipes marché, des équipes fonction, les différentes personnes là-bas et qui puissent évoluer assez rapidement au gré de l'innovation. Donc on s'est clairement positionné à gauche dans le spectre que je mentionnais avant. Et donc dans ce cas-là, au niveau de la plateforme aussi, on est parti sur une architecture cloud découplée. On a fait et le travail est toujours dans la direction d'avoir un équilibre assez intelligent entre du build et du buy. Quand on build tout, c'est un enfer à manager. Mais c'est très très compliqué, c'est très coûteux. Donc notre bottom line est très haut et pour pas forcément apporter de valeur supplémentaire en top line. Par contre, quand on trouve un mix équilibré entre les composants qui sont très lourds en computation qu'on va acheter. Donc, quand j'explique ça à mes collègues, j'essaie de vulgariser ça, les muscles, on va les acheter. Mais après, toute l'articulation qu'il va y avoir, le squelette, on essaie de le construire pour avoir la main mise sur comment est-ce qu'on veut que la plateforme dans sa globalité évolue. Donc, et mes conseils, ça va vraiment être ça, de vous aborder les 3 couches et trouver pour vous l'architecture qui sont. Et je clôturerai ce passage sur ça. C'est très important de faire le travail, de trouver ce qui vous correspond à fond. Parce que parfois, on va avoir des recettes magiques qui fonctionnent pour une autre boîte, mais ça marche pas du tout pour la vôtre. Donc, vraiment faire ce travail, penser investissement, penser coût et penser bas. Parfait, merci beaucoup. On va terminer avec une question, forcément tu l'as cité, les coûts. Donc cette marketplace, tu l'as déployée à dimension internationale sur différents pays avec plusieurs filiales et un grand volume aussi d'utilisateurs avec grosse volumétrie de données. Comment tu trouves le juste équilibre entre coûts et scalabilité justement? Alors, si je parle un peu de notre histoire et peut-être l'anecdote de la plateforme qu'on a construite, au début, et je pense que c'est une trajectoire très classique, on va penser à la plateforme. Quels sont les besoins, comment je peux les implémenter et qu'est-ce que je dois construire. On va pas forcément penser au coût au début. Parce que le coût de base, c'est décortique entre le coût d'investissement du début. Donc ça, à la rigueur, on peut le penser parce qu'on va faire un choix comme ça. Et après, il y a le coût d'exploitation. Et le coût d'exploitation, c'est souvent ce qui peut faire prendre l'eau au navire et ce qui peut faire que de nouveau, on se retrouve avec un retour d'investissement qui soit pas. Donc, pour nous, l'équilibre, il est arrivé dans le fait, tout d'abord, de mesurer ce coût. Donc, on a créé des solutions qui venaient se plugger aux différents composants de notre plateforme et qui traquaient le coût d'exécution de chaque composant. Alors, on a ensuite abordé une étape de culture change où on a vraiment travaillé avec les différents utilisateurs de la plateforme pour leur expliquer voilà ce que vous consommez. À terme, voilà ce que vous payez. Parce que la plateforme est en self-service, elle est payée par eux. Donc, il y a eu toute cette notion de les faire évoluer vers toujours une notion de retour sur investissement. Est-ce qu'utiliser un agent IA pour générer une query SQL sur une table avec 3 colonnes, est-ce que ça vaut le coût de l'agent IA? Toutes ces questions-là, finalement, le but, c'était pas de les gérer en centrale, mais c'était vraiment de faire évoluer les gens dans une direction où ils commenceraient à avoir ces pensées-là. Et puis, là où on a clôturé la boucle, c'est vraiment créer des capacités qui elles-mêmes avaient vocation de scaler nos logs, scaler nos solutions et de proposer des solutions et des opportunités d'optimisation.
Et c'est assez classique, je pense, pour la plupart d'entre nous ici. On a des usines à SQL, qui utilisent du SQL pour opérer de la donnée. Donc les capacités qu'on a créées, elles sont venues scanner ces SQL et trouver des inefficiences. Dire là, tu n'as pas besoin d'un full join. Là, peut-être que tu n'as pas besoin de toutes les collabs parce que tu les utilises pas dans les différents projets que tu utilises. Donc, on est vraiment passé par la connaissance, savoir ce qu'on consomme, éduquer les gens à consommer moins, par la suite créer des solutions qui les aident à trouver des inefficiences. Et finalement, là, aujourd'hui, on se situe, c'est qu'on a carrément intégré le coût opérationnel dans notre design. Pour faire valider une architecture de solution, il faut avoir une vision, en tout cas relativement précise, sur le coût opérationnel de cette solution. Et on peut refuser une solution, bien qu'elle fasse sens, si son coût opérationnel est trop. Super, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous souhaiteriez rebondir sur ce qu'a dit Othman? C'était déjà bien complet. Merci beaucoup. On va passer à la partie d'Isabelle. Isabelle, 27 ans chez MSC, beaucoup de choses à dire, beaucoup de projets IT, beaucoup de transversalité dans tout ce que tu as pu entreprendre. Quel projet, selon toi, illustre le mieux une gouvernance data réussie selon la taille de l'entreprise, les effectifs data et la volumétrie des traités? Je rebondis sur ce qu'Ilsa disait, je vais aller sur le pragmatisme. Parce que il faut garantir la business continuity, c'était la base des bases, c'est la vraie réalité, on peut pas tout casser parce qu'on veut implémenter quelque chose. Donc, la mise en place d'une data gouvernance, elle a été orientée projet, elle a été orientée grosses données, master data. Et évidemment, tout de suite, ça a été les données clients, c'était les données fournisseurs. On parle de plus de 2 millions de données quand même sur le tas, donc c'est beaucoup de données à démontrer et à montrer la valeur qu'on peut amener en traitant correctement, en mettant des bons processus, une bonne gouvernance, la bonne qualité de données en place pour ces datas. Donc le projet qui a amené le plus de résultats, ça sera mon dernier, ça sera la data gouvernance, évidemment côté pragmatique. Avec des réductions drastiques de création de clients. En parlant processus, là je monte beaucoup la hauteur des colonnes et des tables. Je vais vraiment dans les processus métiers. On comprend ce qu'on doit mettre en place en termes de processus pour avoir une architecture fonctionnelle qui garantit et qui est un vrai investissement pour le métier. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, des scorecards, des dashboards, quantifier réellement les données qu'on montrait au business. Vraiment, il y a eu fallait d'abord prendre conscience, donner la conscience au métier qu'il fallait faire quelque chose. C'est très compliqué. Quand on parle de data quality, je pense qu'on est tous à 80%. Donc on est tous à peu près sur du 20% de non-qualité, 25%. Moi, j'ai vu plus aussi, mais on va dire 20-25%, c'est une marge. Sur 1 million de données, ça fait pas mal de processus à revoir. Et je pense que quand on montre ça au métier, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut être contre quelque chose en termes de qualité, mais aussi en termes de processus. Et ce qui ravit nos architectes de données, qui viennent tout le temps nous dire, ça dépend du process. Donc, le process, c'est la base. Et quand on veut déployer des data products comme on a dû faire, il a fallu d'abord qu'on s'y processus ces données master data. Voilà. Donc résultats vont, mais pensez process d'abord. Et justement, quand on parle de projet ici, on parle bien évidemment des métiers. Comment tu embarques des métiers justement dans un contexte de projet ici, projet data au sens large du terme? Alors bon, déjà, je remercie d'avoir 15 ans de métier derrière moi parce que ça aide à comprendre vite le métier. Et d'abord, il faut les écouter, il faut les prendre dans des salles séparées, il faut aller comprendre des processus, il faut aller comprendre la terminologie, il faut commencer à dresser un glossaire, il faut commencer à dresser un catalogue ensuite, sans forcément organiser des séminaires ou des meetings qui font perdre du temps en disant on va parler des définitions parce que ça ils détestent. Donc, on va pas parler de définition, mais on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. On va vraiment attraper toutes les bribes et morceaux, dessiner de notre côté des processus, voir les intervenants. Les rôles vont arriver d'office dans cette sphère-là. Donc, il faut que les projets IT, parce que c'est bien de là qu'on part, on part toujours des projets IT,
faut que les projets IT s'entourent de personnes à capacité métier, personnes à capacité data, et pour aller d'abord équiter. Une fois que l'écoute elle est faite, on a gagné les process, donc on sait comment on va pouvoir aller développer, puis on va commencer à montrer la donnée, ce que j'appelle vendre la donnée au métier, c'est-à-dire vraiment à montrer la non-qualité, il faut oser la montrer. Il y a des cadres pour ça, tout le monde connaît les dimensions de qualité des données. La non-complétude, la non-conformité, la non-validité, la non-cohérence et les doublons. Nous, on a évalué à 25% les doublons avant même de commencer à développer des produits parce qu'il fallait embarquer les métiers. Donc effectivement, il faut montrer, vendre ces données selon le cadre de gouvernance. Et là, je parle vraiment d'un cadre de gouvernance qualité. Et en vendant les données, on obtient d'office les rôles, les stewards, les honneurs, tous ces rôles que tout le monde cherche. Ils arrivent d'office parce que on montre la qualité des données au métier. Ça fédère et c'est le début du changement. Donc, vous voulez embarquer des units, faut vendre et ça vous évitera d'engager les senior managers de change parce que vous prenez le problème en amont. Puis évidemment, quand on a dit ça, on m'a tout dit, il faut collaborer. Collaborer et pas simplement se tirer dans les pattes, casser les silos, il faut y aller. La data, c'est un vrai travail complexe. Parce que, comme à TINSAF et comme aussi à Deotman, dans toutes les organisations, c'est différent. Elles s'inventent data parfois même. Et c'est vrai que dans les projets IT, on prend souvent la data à la fin, quand on doit intégrer. Et là, on a besoin du change manager et c'est trop tard. Et donc du retard. Alors c'est pour ça qu'il faut tout mettre ça en amont. Très bien, merci beaucoup, Elisabeth, pour ces réponses. Tu en parles aussi dans ton guide opérationnel, qu'elle l'a mis à disposition de l'infirmière sur son site internet. Mais pourrais-tu nous expliquer en quelques étapes comment on réussit la cartographie et la modélisation des données? Ben oui, alors c'est l'écoute fait qu'on génère des process. Et tout le monde le sait en fait, mais personne le met réellement en place parce que des boîtes et des flèches, c'est pas fancy. Par contre, un nouvel outil, c'est fancy. Donc, on embarque la modélisation en parlant de processus. C'est obligatoire. Tous ceux qui parlent pas, à la fin, on dit que 80% des projets IT sont pas aboutis. Ben, moi, je suis d'accord parce que personne veut réellement prendre le temps, et c'est pas long, de parler processus. Il suffit juste de mettre les gens dans une salle. Ensuite, on parle de planifier, de vendre ces données. Donc, il faut prévoir les scorecards. Il faut vraiment aller montrer, pouvoir gérer ces projets. Et avant ça, évidemment, qu'il y a le catalogue de données. Alors, personne va investir dans un catalogue de données, ce qui était le cas, parce qu'on ne sait pas le maintenir. La première chose à faire quand on parle catalogue de données, c'est savoir comment on va le maintenir. Et qui doit le maintenir, c'est bien les projets IT. Il faut industrialiser ce catalogue de données aux projets IT pour que eux, quand ils déploient et quand ils amènent de nouvelles données, puissent les intégrer dans un catalogue. Donc le catalogue, c'est la base des bases du long terme, et c'est pour ça que personne investit beaucoup là-dedans, en tout cas de mon côté, parce que on voit pas le quick win direct. Il y a vraiment cet aspect de fondation qui est très important pour les bonnes transformations réussies et pour les outils. Donc les process, le catalogue, les scorecards pour mesurer évidemment tout ce qu'on parle de data quality et suite de ça les tableaux de bord, la BI. Alors ça c'est très très important pour donner au métier des dashboards simples pour qu'ils puissent évaluer comment la data se nettoie, comment on amène les business locaux. On a quand même pu amener 140 pays avec nous. On a bien dû leur donner des mêmes dashboards de contrôle qualité. Donc ça, c'est très très important d'amener ça pour réussir ces projets data et surtout maîtriser la donnée dont on parle. Merci beaucoup, Isabelle. Je vois Christopher acquiescer à tout ce que dit Isabelle depuis tout à l'heure. Forcément, vous avez des sujets communs avec la date de gouvernance. Christopher, on va passer justement à toi, qui est aussi, qui justifie d'une bonne expérience aussi sur la partie analytique et BI. Première question, comment tu établis, toi, les priorités dans un environnement où tout semble urgent?
dans l'entreprise, c'est toujours appelé ça. Tout est urgent, tout est à faire pour hier. Donc, quels sont tes critères pour piloter la demande d'un data office? Sur cette question-là, j'avais peur d'être la personne qui utiliserait le mot processus le plus souvent. Heureusement, tu étais là pour me battre, mais c'est normal. Vous allez arriver dans une équipe, vous allez vouloir monter une équipe analytique, et si vous êtes chanceux, il y a plein de gens qui vont vouloir que vous les aidiez. Et l'approche que moi j'ai prise, c'est au Cirque du Soleil, d'avoir une démarche quand même ouverte avec eux et très transparent sur la liste de demandes qu'on avait. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on gérait de façon systématique toutes les demandes. On s'était installé un outil comme Jira ou comme un outil de gestion de billets et de développement. On avait notre outil et on prenait systématiquement en note toutes les demandes. Et sur des bases périodiques, avec toutes nos parties prenantes, on avait un meeting une fois par mois, par exemple, où on regardait la liste complète. À l'occasion, les VB17, bon, ces deux trucs-là, ça a été demandé une fois, on en veut plus. Mais la majorité du temps, c'est les items qui étaient conservés. On repriorisait de façon systématique dans leur environnement à eux, qu'est-ce qui était nécessaire pour eux. Et à chaque fois, je m'assurais de comprendre le bénéfice puis la nature du bénéfice qu'ils allaient aller chercher si on leur fournissait un jeu de données, un rapport, une analyse, un tableau de bord. C'était toujours la question de comprendre c'est quoi le bénéfice puis de savoir nous de notre côté comme équipe de développement. Ça nous prendrait quoi comme effort pour livrer ça? Qui dans l'équipe serait capable de le faire? Et nos contraintes à nous. Ce qui fait que quand on planifiait, disons, de façon mensuelle, ce qu'on allait livrer dans le mois suivant, comme équipe, on regardait les différents bénéfices anticipés, qu'est-ce qui allait être vraiment utile pour l'organisation globalement. Ça venait souvent de moi et un de mes collègues qui connaissions mieux les BP. On se réunissait, on regardait avec l'équipe qui est en mesure de faire quoi, qui a de l'appétence pour certains systèmes d'information, où on devait aller chercher des data. Mais on regardait aussi, dans les 3 derniers mois, on a donné de l'amour à qui dans l'équipe, à qui on a fourni des rapports, à qui on a fourni des analyses, puis on s'assurait d'en distribuer à tout le monde de façon équitable, j'essaie juste de s'assurer qu'on n'oublie personne, parce qu'il n'y a rien de pire dans une organisation que 2 personnes qui adorent ton service et 8 autres qui en ont rien à cirer parce que t'es jamais là pour leur ton service. Donc, avec tout ça, on packageait de façon mensuelle une proposition à notre steering committee. Et ce steering committee-là recevait notre proposition. Et c'était essentiellement la vingtaine de stakeholders de l'unité BI. Et c'est eux qui approuvaient les développements qu'on proposait. Et ça arrivait à l'occasion que quelqu'un disait, moi, vous m'avez oublié, j'ai un truc vraiment important. Et dans la conversation sur les bénéfices de chacun, il y avait quelqu'un qui disait, tu vois, Christopher, on avait prévu faire ça pour moi, mais laisse la place à Robert, son projet à lui. Dans le fond, ça ferait mon affaire que tu le desserves ce mois-ci parce que je compte sur lui pour m'aider sur un autre dossier à l'interne. Donc c'était de façon un peu une manière collégiale de s'entendre sur les bonnes choses, toujours avec en perspective que l'équipe BI, on était capable de livrer ces choses-là. Et justement, comment tu mesures concrètement la satisfaction utilisateur? C'est quoi les KPIs vraiment les plus importants? Je pense que c'est une réponse à une des autres questions qu'on fera pas, mais le nombre de fois où tu te fais dire merci dans une semaine ou dans un mois, pour moi puis les gens dans notre équipe, c'est hyper important. Si personne comme merci, t'as peut-être des clients qui sont un petit peu désagréables ou un petit peu mal élevés, mais si personne te dit merci, il y a déjà un problème. Mais les vraies mesures, c'est combien de demandes tu reçois au fil de l'eau. Si tu livres un truc tous les 3 semaines ou un truc tous les 3 mois à l'équipe et qui te bombarde de demandes, soit il aime les quelques trucs que tu lui donnes, soit il y a déjà un niveau d'insatisfaction qui va se générer parce que tu les desserres pas assez. Du même côté, s'il y a quelqu'un qui arrête complètement de te faire des demandes ou qui en a jamais fait, clairement, soit il y a une mauvaise compréhension du service que t'offres, soit ils ont été brûlés de première fois, que maintenant ils se disent si j'ai besoin d'aide, je vais aller voir quelqu'un d'autre que Christopher, je vais me trouver quelqu'un à l'interne dans mon équipe qui est capable de le faire à la place. Donc c'est vraiment important de monitorer ce qui s'appelle les demandes qui rentrent et aussi quelle fréquence on livre à ces gens-là. L'autre volet pour moi, et ça dépend un peu du type de service BI que vous offrez. Si vous êtes une équipe qui fournissez de façon décentralisée, à des équipes décentralisées, des modèles de données, il
il y a une façon d'analyser la performance. Si vous, au contraire, vous fournissez le service de bout en bout jusqu'au tableau de bord, jusqu'à l'analyse, jusqu'au rapport, mais là, évidemment, la mesure qui est intéressante, c'est de regarder combien de rapports sont consultés, à quelle fréquence, par quelle personne, et toujours s'assurer que quand vous livrez quelque chose à quelqu'un, vous savez c'est quoi le comportement attendu. Si vous fournissez un rapport de vente pour les directeurs commerciaux de tous les marchés, ben normalement, ce rapport de vente-là devrait être consulté dans tous les pays, au moins une fois par mois, à la période des révisions mensuelles de performance. Donc, s'il y a des unités qui répondent pas à ce standard-là, qui est clairement un service qui est pas adéquat. Donc, c'est en amont de savoir à quoi ça va servir pour après monitorer la performance de votre équipe sur qu'est-ce que les gens devraient faire. Et si ce que vous fournissez, c'est un modèle de données, comme vous mentionniez précédemment, si vous fournissez un modèle de données, votre SGBD, il enregistre les requêtes qui sont faites. Si vous avez des gens qui font des requêtes ou qui en font pas, qui font des requêtes bizarres, il y a peut-être une raison à ça. Peut-être que le modèle de données que vous fournissez, il est pas bien structuré. Il force les gens à faire des jointures un peu exotiques pour rien. Ou encore, vous allez voir qu'il y a personne qui fait de requêtes. C'est toujours du data qui est difficile à gérer quand on voit pas de données dans la base de données. On se demande pourquoi, mais on n'a pas le data. Ça m'est arrivé souvent d'avoir 3-4 fichiers Excel on the side avec des listes de personnes, des listes de départements de ces personnes-là, puis utiliser ça pour faire des analyses de combien de personnes j'ai qui font pas de requêtes dans la BD. Ça vous aide à comprendre l'écosystème dans lequel vous vivez, puis comment est-ce que vous desservez la clientèle. Et toujours justement dans cette dynamique d'être au service de tes métiers, quelles sont les bonnes pratiques de collaboration que tu recommandes pour justement répondre aux besoins de besoin? Il y avait dans ça, j'ai plus besoin d'un il y a toute l'histoire d'écouter, parler, comprendre. Mais moi, il y a une anecdote que j'aime raconter. C'était quand j'étais chez Ubisoft. Je travaillais sur un jeu vidéo. Et puis, j'étais en charge de tout ce qui est user research, analyse de données sur un jeu qui était en développement. Et les designers, les gens qui rêvent du jeu, qui imaginent qu'est-ce que le jeu pourrait être, ils se réunissaient 2-3 fois par semaine dans une pièce. Et à chaque fois qu'ils sortaient de ce meeting-là, c'était un peu l'effervescence, parce qu'ils partaient chacun aller voir une équipe de développeurs, puis ils leur disaient, OK, il faut changer tel coin de la carte, il faudrait qu'on rajoute un building dans ce coin-là. On avait une autre équipe de designers qui disait, OK, là, on va changer les habits des personnages, on va aller chercher un style différent. L'autre qui travaillait sur le gameplay disait, OK, maintenant, les personnages, on veut qu'ils sautent 2 fois plus haut. Et chaque fois qu'ils sortaient de ce meeting-là, plein de choses changeaient, mais on savait pas réellement comment nous, l'équipe analytique, on pouvait les aider. Et puis un jour, j'ai commandé pendant plusieurs semaines la permission de m'asseoir dans un coin de la pièce et juste les écouter parler. Et c'était vraiment une expérience super intéressante parce que là, j'entendais les designers dire « Ouais, mais j'aimerais ça que tel personnage dans le jeu, quand les gens l'utilisent, ils sentent qu'ils sont puissants ou qu'ils sont rapides ou qu'ils sont capables de faire X, Y, Z action. » Et on aurait pu récupérer cette information-là, mais souvent ce qui arrivait, c'est que c'était 3 semaines plus tard, quand le truc était dans le jeu, là, nous, on disait « Ah, on pourrait mesurer ». Mais il était déjà trop tard. Les gars avaient déjà fait le changement, puis ils avaient déjà décidé qu'ils aimaient ça. Donc, en participant au meeting, j'étais capable en amont d'aller rencontrer nos programmeurs de l'équipe analytique, s'assurer qu'ils implémentent la bonne télémétrie dans le jeu pour qu'on puisse mesurer d'avance qu'est-ce que les designers avaient prévu. Et après la première session de test, on avait déjà des résultats pour leur dire, vous avez mis en place ces 5 armes-là dans le jeu, vous aviez l'espoir que le pistolet, il y ait ce feeling-là, que le sniper qui permet de tirer de loin ait un comportement particulier, que la carabine de chasse, ce soit XY comportement. Nous, on leur va donner des box and whisker graph pour leur montrer, finalement, il y a eu une erreur dans le jeu, il y a eu un bug, la paramétrisation n'était pas tout à fait exacte, et vous avez permis à quelqu'un d'utiliser une arme d'une façon différente que vous espériez. Donc, c'était vraiment et bon, ça, c'est un truc de jeu vidéo, mais si vous avez la chance d'avoir des analystes dans vos équipes, des gens qui sont en contact avec le métier, les faire assister au meeting mensuel des ventes, la revue de la comptabilité qui regarde les cash flows.
ça donne la chance à des gens qui sont des fois avec des profils un peu plus techniques ou informatiques ou juste plus juniors qui ont pas beaucoup d'expérience dans les entreprises, qui savent pas c'est quoi un processus de planification budgétaire, qui savent pas c'est quoi un processus de recrutement parce que ils ont été embauchés une fois dans leur vie, ils savent pas comment mesurer la performance d'un processus de recrutement. Peut-être d'avoir ces gens-là assister à des séances, des rencontres métiers, ça donne la chance de s'imprégner de comment les gens travaillent mais de façon concrète, puis d'entendre qu'est-ce qui est important pour les dirigeants dans l'équipe, qu'est-ce qu'ils veulent savoir de la façon que leurs employés travaillent. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je vais pouvoir garder le micro puisque j'avais une question moi à vous poser à tous pour clôturer aussi cette table ronde. Donc on a parlé architecture, on a parlé data platform, scalabilité, stack technique, budget, transversalité et puis justement analytique et satisfaction utilisateur. De manière générale, pour répondre aussi à notre sujet, quels seraient vos meilleurs conseils ou votre meilleur conseil pour une organisation qui serait dans une phase de restructuration d'un data office ou même de création from scratch d'un data office? Pour moi, c'est important de comprendre qui va être les clients qu'on va desservir et de faire un SWOT, de faire une analyse de leurs forces et leurs faiblesses parce que ça devient aux opportunités de les aider. Si vous avez l'équipe finance qui adore jouer avec ces données et qui a de l'expertise quantitative, ben eux probablement que leurs rapports, ils veulent les faire eux-mêmes, ils veulent avoir accès à la plateforme de reporting et au modèle de données qui vont s'arranger avec le reste. Vous aurez peut-être un département RH qui est un peu moins tech-savvy. Et lui préférerait être accompagné avec des tableaux de bord déjà faits. Si vous avez déjà ces deux alternatives-là ou ces deux situations-là dans votre organisation, comme Data Office, ben préparez-vous avant que ces services-là aient été acceptés déjà, que vous allez devoir moduler votre offre de service pour ces deux extrêmes-là et éventuellement les découpages au milieu et l'utiliser comme si vous faites déjà les deux opposés. Ben, prenez cette opportunité-là pour ramener un peu tout le monde plus bas dans la chaîne de valeur. Si vos RH ne font que consommer les dashboards, essayez d'intéresser quelqu'un dans leur équipe à devenir un analyste qui modifie des rapports déjà existants. Ça fait déjà tourner la courroie dans le bon sens. Si à la finance, ils sont déjà hyper à l'aise à faire leur reporting, à faire leurs mesures eux-mêmes, ramenez-les dans la base de données, apprenez-les à faire du SQL, vous gagnerez des nouveaux use cases où là, ils vous avaient jamais demandé de triturer les transactions financières d'une façon particulière. S'ils peuvent le faire eux-mêmes, vous allez voir, puis ça va devenir un beau scénario d'utilisation pour votre équipe. Merci. Isabelle? Alors, je conviens là-dessus, mais ça va être plus simple, plus rapide de créer des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas faire que des ID projects verticaux, mais c'est y intégrer des gens de la data, d'y intégrer des gens des process, d'y intégrer parfois des gens de business. C'est adoption d'apprentis pour moi et c'est ça le succès d'un projet IT qui donc voilà, c'est mixer les compétences, pas que des compétences techniques, mais aussi des compétences data, des compétences process, des compétences business là-dedans et piloter ça aussi bien vertical que transversal. Voilà, c'est mon conseil. Alors, je vais peut-être décevoir, ce sera très très simple. Et mon conseil, ce sera vraiment prendre son temps. Allez, se poser les bonnes questions au début, poser une stratégie, une vision, challenger cette vision interne, la présenter au business, avoir le maximum de feedback possible, la casser, la refaire. Parce que le moment où on se lance dans la création, une data platform, et je pense à plus grande échelle d'une organisation de data, on passe à la phase la plus budgétivore. Le mot n'existe pas, mais je pense qu'on a l'idée, c'est la plus gourmande en financement. Et une fois qu'on est lancé, chaque pivot et chaque retour en arrière coûte extrêmement cher. Donc vraiment prendre ce temps-là de mettre le coaching ball, poser sa vision, son projet, la challenger, la mettre à mal, voir un peu comment elle résiste. Et quand on est convaincu qu'on a quelque chose qui supporte à court terme, mais aussi qui va supporter à moyen et long terme, quand on a la connaissance et la compréhension que la data, fondamentalement, quand elle est positionnée comme levier moteur de l'entreprise, va transformer l'entreprise, va transformer la maturité des gens. Qu'elles n'ont pas de ce fait, transformer les besoins.
Donc ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ce sera pas ce dont j'ai besoin demain. Si on arrive à être un peu omniscient et penser moyen terme, peut-être long terme, et essayer d'avoir une vision assez juste avant de se lancer, c'est idéal. Et quand on se lance, autant que possible, essayer de se donner la possibilité de pivoter légèrement, parce que c'est très rare de la vision de base sur la vision avec laquelle on arrive à. Et puis, je l'ai couvert avant, je vais me répéter, toujours penser retour sur investissement, combien j'investis, quelle est la valeur que je cherche à générer, comment est-ce que je peux articuler les deux, et surtout comment je peux au bon possible mesurer les deux. Plus je mesure mon coût, plus j'arrive à estimer mon retour sur ce coût-là, et plus les discussions vont être saines. Ça va être une discussion motrice d'abord de valeur et pas des discussions de se justifier en tant que rentre du coup qu'on fait sens d'exister. Si. Moi, je dirais, c'est vraiment dans cette transformation, en tout cas dans la mise en place d'un TOB ou la réorganisation d'un département, c'est vraiment de minimiser le stress. Je pense que le plus important, c'est que l'équipe ou le département, tous les collaborateurs se sentent bien, se sont engagés. Pour ça, il faut éduquer des fois le management, il faut éduquer sur des méthodes de communication. Je vous donne un exemple simple, mais des emails à 23 heures avec des noms de gens de lendemain, c'est pas nécessaire, ça serait sur le collaborateur, surtout quand on couplait ça à une politique de H24 où le téléphone est toujours accessible. Il y a quand même du bon sens à mettre en place dans des départements et beaucoup de transformations doivent réussir si le niveau de stress de votre équipe est trop élevé. Et même leur delivery, toute transformation qu'on s'essaierait de mettre en place ne va pas aboutir. Beaucoup de collaborateurs vont être fatigués, vous aurez des burn-out, et ça va s'amplifier. Un collaborateur insatisfait va en générer 3 et puis vous créez des echo chambers et ça va devenir plus stressant que nécessaire. Des demandes simples vont devenir complexes. Une équipe, par exemple, qui est dans un état d'esprit, on va dire, perturbé, pourrait faire une demande simple à un développeur d'un abord, mais la charge mentale que ça va représenter pour lui sera énorme et ça va créer en tout cas une atmosphère qui n'est pas constructive. Je pense que le plus important, et souvent c'est négligé, et presque les gens voient aussi ces changements-là depuis la mise en place du remote où les gens se boivent moins. Et des fois, se boivent même pas les mêmes jours. Enfin, il y a du remote alternatif, ça c'est un cauchemar. Il y a du multi-site alternatif. Enfin, il y a des modèles qui ont été définis qui n'ont pas trop de sens. Je pense que c'est très important de vraiment minimiser le stress dans votre département, dans votre équipe. Puis des fois, vous-même, chez vous-même, vous mettre quelques mètres, c'est pour éviter qu'il y ait une surcharge mentale, que aussi, durant cette transformation, vous soyez plus neutre, plus stable et que vous puissiez, en tout cas, vous adapter à cette transformation-là. Merci beaucoup et le mot de la fin très très bien dit effectivement. Si je pouvais également reboucler avec ça sur la partie recrutement, je l'observe aussi fortement. On parle beaucoup de pénurie de talents, difficulté parfois à attirer les meilleurs profils pour son organisation et pourtant la meilleure manière finalement de rendre son entreprise la plus attractive, eh bien c'est en respectant en fait ces conseils-là que vous avez tous donnés à tour de rôle, à savoir avoir une entreprise qui a une vision vraiment globale, claire, alignée aussi avec la réalité du terrain et les besoins de l'organisation, définir correctement et poser vraiment le cadre des projets data et de projets de transformation au sens large du terme, avoir des équipes pluridisciplinaires, prendre le temps aussi de construire ces nouvelles stratégies ou ces réorganisations et puis bien évidemment veiller au bien-être des collaborateurs. Souvent, ce sont des indicateurs qui sont un petit peu sous-évalués et pourtant aujourd'hui, dans le recrutement, on le voit, vous donner un petit indicateur, mais tous les candidats que je rencontre aujourd'hui qui souhaitent changer d'emploi ne changent pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas un salaire assez élevé, mais souvent, le premier critère, c'est parce qu'ils ne sont plus alignés avec les valeurs de l'entreprise. Donc, prendre soin de son équipe, c'est vraiment aussi un point clé. Donc merci à vous, chers experts, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à mes questions. On a encore quelques petites minutes. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui auraient des questions à poser? Francis Ozaï, moi je suis expert en data governance et management. J'ai talent, j'évolue beaucoup en privé. Et quand je trouvais que vos conseils étaient très pertinents, et pour me repentir notamment, je pense que c'est Cosmo et même la plupart de ce que vous avez dit. Comment vous avez vécu en matière de la data, un manque de maturité en général de ce que je vois dans votre entreprise? C'est ce que vous avez un peu évoqué. Et je me demandais comment vous avez pu débloquer, en tout cas quand on crée un data office avec différents, on va dire, différentes activités. Ça va être de la data quality, de la gouvernance, ça va être du LIR, ça va être
de l'analytics, donc il a différents pans d'activité de la data grâce auquel le data office. Comment tu avais fait pour faire comprendre au top management qu'il fallait investir et créer par exemple quick win, comment débloquer, parce qu'en fait, je suppose que les projets data ont beaucoup de problèmes. Être financés par ce manque de maturité et de vision de l'impact métier. Donc on parle de catalogue qui est technique et de catalogue aussi de bénéfice au métier. Je pense la question, je te laisse la faire. Je pense la question aurait été exactement le mot vendre ses données. Et pour moi, dans mon cas, je pense qu'il y a un gros manque de communication de l'informatique versus le business. Donc je vais dire que la data est à l'informatique. Je pense qu'il y a un gros manque de communication, de partage de l'information versus le business. Du coup, le business ne s'engage pas. Et si le business ne s'engage pas de déblocage de budget. Dans notre cas, montrer la non-qualité, ça a permis d'avoir un data center de 20 personnes qui nettoient la donnée en Inde. Ça a permis d'avoir des data centers qui ont contribué au DI de la data quality. Donc pour moi, la clé ici, et je m'arrêterai là pour laisser parler aux autres, c'est vraiment montrer, vendre ces données et montrer la non-qualité de la donnée pour avoir les budgets. Parce que le business ne s'en rend pas compte. Alors, je dirais que c'est un travail d'itération, c'est un travail de communication et de vulgarisation. Il faut qu'on se mette bien dans la tête que le top management ne comprend pas la technologie, ne comprend pas la data et n'en a rien à faire. Et à partir du moment où on a ce postulat, on simplifie l'équation. On ne prend pas forcément personnellement qu'un sujet extrêmement pertinent pour nous ne le soit pas pour le top management et on se met la responsabilité à soi-même d'articuler l'impact business de manière très vulgarisée et démocratisée de ces initiatives-là. Et c'est un travail qui ne se fait pas en une fois. Il faut répéter, revenir à la charge. Il faut être prêt à un peu faire le perroquet. Et puis quand on arrive un peu à catch l'attention, pour moi, il faut venir avec une approche rituelle. À la fois une vision moyen et long-termiste qui soit claire. Où est-ce que j'emmène l'entreprise? Et ce dont vous parliez avant, les quick wins. Ces quick wins-là, pour les sélectionner, pour moi, il faut vraiment partir sur les cas avec le meilleur ratio valeur immédiate et coût. Si je peux trouver des bait points concrets que l'entreprise va avoir, que ça va pas me coûter 1 an de travail, mais vraiment quelques semaines, et ça peut vraiment être le pilote, ça peut être quelque chose piloté sur des données extract, pas besoin d'aller avec l'architecture la plus poussée, mais vraiment plutôt avec l'output. Donc, si je peux paralléliser ces deux choses-là, ça me permet de dégager des oui immédiats, gagner en crédibilité, et puis en même temps aller dans une direction qui soit durable. Et pas seulement quick win après quick win, parce que il faut se dire que les discussions vont évoluer, et dans 6 mois, 1 an, je vais plus être là à essayer de justifier le budget de X dont j'ai besoin tout de suite, je vais discuter du budget sur 10 ans. Et si j'ai pas une vision qui est déjà bien établie, je vais perdre la créativité que je crois. C'est quelqu'un d'autre Je peux rajouter quelque chose. Je pense qu'il y a un point important aussi, je rebondis sur ce qu'a dit Ekman, c'est si vous arrivez à la situation où vous avez du mal à vendre un projet de transformation data, c'est qu'il y a peut-être un problème de réputation. C'est con. Les situations comme celle-ci n'existent pas que par elles-mêmes, il y a une historique. S'il y a l'historique, il y a une mauvaise réputation, en tout cas, de la valeur que peut apporter sur la table magnifique, ben, il faut aussi prendre le temps de la remplacer ou de la changer. Ça peut prendre du temps, des fois on peut être frustré parce qu'on est expert en Databricks et qu'on va faire du Databricks, mais peut-être que ça ne sert à rien, et qu'il faut peut-être prendre le temps, que la société n'est pas encore mature, et que si on lance ce projet tout de suite, ben le coût sera 3 fois plus important que nécessaire. Et il faut toujours, je pense, voir le département data comme une fonction nécessaire. C'est une fonction. C'est comme la police, hein, la data governance, c'est la police. Fait pour la sécurité avec un Vanco, ça doit être là, on peut pas faire sans. Et à partir de là, tout projet qu'on peut lancer au sud de transformation, c'est un plus bien, ça permet des parcours de fonctionner mieux. Ça nous permet de débloquer de nouvelles capacités ou venir au métier une nouvelle fonctionnalité, faire de l'IA, l'intelligence, du learning, c'est pas de l'historique. En tout cas, il faut penser aussi à l'historique. Qu'est-ce qui a fait que le métier a refusé? Qu'est-ce qui fait que le métier résiste? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment était le manager des fois avant? Quels sont les rapports entre les personnes, les différents head-off, les responsables? Est-ce qu'ils se détestent? Est-ce qu'ils s'apprécient? Des fois, ça peut être aussi simple que ça. Bon, merci beaucoup. On a 3 minutes pour une dernière question, si il y en a une. Non, est-ce que c'était...
Est-ce que j'ai une dernière question? Allez-y alors. Est-ce que vous avez déjà calculé le ROI justement du temps que ça peut prendre lorsqu'on se dit on a l'idée, on a la stratégie, on a déjà des calculs, on se dit voilà, on va prendre cette activité, son analytics, une gouvernance, et on s'est dit, il y a un rebond sur investissement, est-ce qu'on aurait déjà évalué avec le temps que ça va prendre, ce que les décisionnaires peuvent dire oui. C'est une bonne question. Je vais dire quelque chose d'inconventionnel, les calculs de l'ROI et les business cases sont pas faits par n'importe qui. C'est dur de dire, mais j'en ai vu des business cases de projets qui n'ont aucun sens, les maths fonctionnent pas. Je pense qu'il faut vraiment choisir qui fait ce business case, que les gens soient câblés. Je donne un exemple simple. En M&A, quand on veut acheter une société B acquérir une société B, il y a les deux questions principales, c'est est-ce qu'il y a de la valeur à chercher pour acheter cette société? On va gagner de l'argent. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut faire cet achat? Dans toute transformation, dans toute question, on a ces deux questions. Est-ce que ça vaut la peine et est-ce qu'on peut le faire? Et dans un business case, c'est les deux premiers leviers. Après, on découpe, on construit et les questions, les filets sous levier. Mais c'est est-ce qu'il y a de la valeur à chercher dans ce projet-là, si on met en place une nouvelle plateforme, une capability AI dans les modèles. Et là, il faut que les exercices soient bien posés. Souvent, dans des organisations IT, il n'y a pas de template à suivre. C'est vraiment des profils qui savent faire des business cases. Tout le monde ne sait pas le faire. Souvent, ils ont un background, ils ont des cabinets. Je dirais, la première question, c'est qui fait? Si quelqu'un construit un business case et il va construire est-ce qu'il y a de la valeur à chercher, et puis ensuite, il va évoluer, est-ce qu'on est capable de faire dans les temps, dans quelle période, se met les profils, est-ce qu'on a le bailli du métier? C'est tout un métier, faire un business case, ça peut pas s'improviser, et je pense que ça dépend du montant du projet ou de l'investissement que ça représente. Mais sauf si c'est et puis il y a du bon sens. Souvent, il y a du bon sens, il y a un peu d'intuition qui n'est pas mathématique, il y a l'expérience qui joue, il y a le passé qui joue, mais en tout cas, le profil, je dirais, pour la partie pré-technique du business case, c'est très important qui le fait, et c'est ça qui va déclarer vraiment si les calculs sont bien faits, que les études sont bien faits. Tu peux ça? Oui, bien sûr. De mon expérience très basique et concrète, moi je peux savoir aujourd'hui, mais c'est pas un business case, qu'il a totalement raison Insaf, je n'ai qu'une partie du business case, et Audeman aura la deuxième, en tout cas une grosse partie, c'est architecture. C'est pas, moi je peux dire que 2 ans il m'a fallu pour faire une intégration, une migration, un nettoyage de 2,3 million de données, et d'avoir des dashboards et d'avoir ça avec le nombre de personnes X qu'il m'a fallu, et ce que j'ai généré comme dédoublonnage et comme mapping et comme toute chose. Donc cette expérience-là, ce ROI, de mon côté, je peux le définir parce que j'ai la surface. Il me manquera tout ce qu'il faut dessous pour les intégrations ETL, Informatica et toutes les licences qu'il a fallu pour faire ça. C'est encore une fois collaborer pour faire un gros business case. Je crois que Christophe a aussi... Pardon, excuse-moi. J'avais pas tellement envie par des enjeux. Sur les business cases, c'est toujours, pour la majorité des projets, les gens veulent un business case quantitatif, être capable de dire, si tu mets 100 000 en dépenses pour un projet, je te promets, on va faire 150 000 supplémentaires de revenus. Il y a certaines, des fois, il y a l'opportunité de faire des business cases par là-dessus. Tu fais une demande d'accès de mon entrepôt de données, puis la demande prend 3 mois, Stéphane. Moi, j'en ai eu 2 comme ça dernièrement. Ça a pris 3 mois pour que quelqu'un dise « Oui, je te donne accès ». J'ai poussé un peu pendant les 3 mois, mais pas assez pour que ça prenne moins que 3 mois. En toute transparence. J'ai essayé d'aider, mais pas trop. Ça a quand même pris 3 mois. Et quand il est venu le temps de dire « ça serait peut-être bien qu'on s'installe un data catalogue », disons que ces anecdotes-là me servent de levier pour communiquer le problème. Quand ça prend 3 mois, il n'y a personne qui va dire calcule-moi la ROI. Il dit OK, il y a un vrai gros problème. Et là, des fois, ça rechigne un peu à lancer les 100 000 parce qu'ils se disent le problème est tellement gros, je peux pas voir, il faut dépenser 100 000 pour régler ça. Donc, on chemine avec quelques anecdotes un peu à s'arracher les cheveux, puis un jour, ça débouche. Tu voulais reboucler? Ce sera pas long. Et pour moi, le plus important, et c'est une question qui est très challenge, très compliquée, et j'ai pas la réponse, parce que parfois c'est un retour sur investissement, parfois c'est simplement un coup d'opportunité, donc c'est vraiment assez complexe, mais mon conseil, pour en tout cas établir les bases de conversation saine, c'est de segmenter intelligent. Le mieux qu'on puisse espérer pour une entreprise,
c'est qu'il y ait toujours ad vitam aeternam des investissements dans la data. Donc si on pense à l'échelle de la boîte, la data, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça apporte, ça peut donner des indicateurs qui sont erronés. Mais si on segmente bien une initiative, une plateforme de données, et même dans la plateforme de données, la partie intégration, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça m'apporte, les agents IA, quels besoins business, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça me coûte. Donc bien segmenter le périmètre qu'on veut analyser, pour moi c'est Parfait, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre table de ronde. Merci à tous pour votre attention. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon salon, une très bonne journée, et puis au plaisir peut-être d'échanger prochainement. Merci.